Quels sont les enjeux? C'est tous les enjeux aussi du développement de nouvelles compétences. C'est un concept scientifique qui, je crois, sous-tend bien les propos qu'il nous a expliqués et finalement la nouvelle organisation des apprentissages. Oui, vous expliquez qu'il est possible de faire évoluer ces méthodes en passant de la classe translatée à la classe inversée, pour parvenir enfin à la classe renversée, en nous expliquant un petit peu quelle différence vous faites entre ces trois phases. Moi, je me pose la question, et d'aucuns pourraient se poser la question, mais alors, dans la classe renversée, à quoi sert le professeur ? Alors, le concept de... Bon, en deux mots, hein, on part de la classe translatée, l'inversion, c'est un peu un mélange, et puis tout au bout, il y a la classe renversée. Il s'agit en fait de l'évolution assez classique que l'on met entre les pédagogies centrées sur l'enseignant aux pédagogies centrées sur l'étudiant. Alors la différence, l'inversion, quelque part, elle se situe là quelque part. Dans un continuum, j'insiste, entre ces deux pôles que l'on opposait très souvent. Hein. On dit souvent il faut choisir son camp, hein, mais non, il faut arriver à mélanger toutes ces tensions pour pouvoir continuer à vivre finalement. Et donc pour moi, la classe renversée, qui est l'extrême, c'est une classe dans laquelle les étudiants vont aller chercher les savoirs eux-mêmes. Donc il y a un changement dans le rapport au savoir. Le savoir n'est plus quelque chose qui est donné, qui vient du ciel, si vous voulez, pour employer cette métaphore, mais qui est quelque chose de socialement construit. Et dès que le savoir n'est plus découvert, mais inventé, à partir de ce moment-là, on peut faire le pari que l'étudiant peut le construire également. Par contre, s'il est découvert, Kepler découvre les lois du système solaire, c'est un peu comme si un jour il avait levé une étoffe et il a dit « Oh, les lois sont là ». Non, non, elles sont construites socialement, nous le savons bien. Et donc cette idée des classes renversées, qui est l'extrémité du continuum, voulant dire par là qu'il ne faut pas nécessairement y aller, c'est simplement une façon de définir ce continuum, c'est l'étudiant qui va aller chercher lui-même les savoirs, va les mettre dans une certaine forme lui-même, donc c'est plus des vidéos déposées par le professeur, mais c'est des vidéos, si on parle de vidéos bien sûr, construites par l'étudiant. C'est l'étudiant qui va construire le dispositif dans lequel ses collègues vont apprendre. Former, c'est construire des dispositifs où les étudiants vont pouvoir apprendre. Et donc, on a là, à la fois, une inversion dans le rôle, dans le rapport au savoir, comme je l'ai expliqué, mais aussi dans le rôle où l'enseignant n'est plus le maître sur l'estrade, le sage on the stage, comme on dit chez les anglophones, mais il devient le guide on the side, l'accompagnateur, etc. Alors la question, si l'étudiant construit ses savoirs reçu, on se dit effectivement, c'est ta question, à quoi sert l'enseignant. Alors, ne tombons pas dans le naïf des extrêmes. Les extrêmes sont là pour éclairer le continuum. On n'apprend pas tout seul, on apprend en soi. On ne peut pas apprendre à votre place, mais on apprend avec les autres, c'est fondamental. Et donc, toujours dans cette idée qui me fascine, d'ordre et désordre, comment l'ordre, c'est-à-dire le modèle, la théorie, l'explication, naît du désordre, la situation pratique, etc. On sait très bien qu'il n'y a pas de génération spontanée. La ligne du temps indique toujours qu'on va du désordre vers l'ordre. Un objet qui tombe, il va se casser. On voit rarement un objet cassé se reconstituer, on le sait bien. Et c'est Ilya Prigogine, un prix Nobel belge, je peux signaler, qui a parlé de ces structures dissipatives, c'est-à-dire que dans les changements de phase, ordre qui devient désordre, connaissance intuitive, peu éclairée, empirique qui devient connaissance structurée, il y a toujours des éléments catalysateurs
des structures précurseurs qui vont apparaître qui amorcent exactement. Et je pense que l'enseignant, il est là pour faire l'amorce. Et donc de donner les consignes, les repères, éventuellement quelques ressources, les délais, les critères d'évaluation, les caractéristiques du projet à faire, de manière à guider le mieux possible ce phénomène catalytique finalement qui est l'apprentissage. Alors dans un monde qui se numérise, le numérique, je pense que vous le dites, peut-être est un accélérateur de l'innovation. Oui. Mais Joël Ronet dit, lui, il faut quand même savoir revenir à l'humain. Comment on fait la synthèse ? Oh, mais tout d'abord, simplement, pourquoi oppose-t-on, je ne sais pas, les sciences pures et dures à l'humain? Pourquoi oppose-t-on les outils à l'humain? Mais ça n'a pas de sens. D'abord, ce sont les humains qui construisent les outils encore jusque maintenant. Peut-être qu'un jour, quand un robot sera capable de créer un robot plus intelligent que lui, à ce moment-là, je me poserai des questions pour la nature humaine. Mais pour l'instant, les outils sont créés encore par l'homme, finalement. Et comme ils sont créés par l'homme, je pense que la genèse instrumentale, finalement, de ces outils veut que l'homme crée des outils pour se faciliter la vie, pour alléger ses tâches, pour faciliter ses productions, etc., etc. Et donc, l'outil, finalement, naît et créé pour donner des espaces de développement à l'humain. Au lieu de faire les tâches, si vous voulez, de bas niveau, on peut les appeler comme on veut, peu importe, on s'est compris, eh bien, l'outil peut prendre en charge ces tâches de bas niveau, de manière que l'humain puisse profiter mieux d'espaces de liberté. Ma grande question, peut-être un peu pessimiste, c'est qu'est-ce qui rend les humains capables de disposer positivement, pour des valeurs ajoutées, des espaces de liberté que la technologie lui donne, par la formation, par le sentiment de l'éducation. Oui, c'est bien, je préfère ce mot. Éduquer, conduire en dehors, quoi. Tout à fait. On est bien dans ce registre-là. Donc moi, je n'oppose pas les humains à l'outil. Je vois toujours cette hominidé, là, dans 2001, Odyssée de l'espace, le film de Kubrick, où tout début du film, il s'empare d'un fémur et il fait aller son bras et à un moment, il casse une noix de coco. Il vient d'inventer le marteau, quoi, quelque part. Le gros problème, c'est qu'une minute ou 30 secondes après dans le film, on le voit en dispute avec un de ses congénères et le marteau sert à fracasser la tête. Et là, on voit ce pharmacone de Socrate où finalement l'outil est à la fois un remède et un poison. Il y a pas mal de Bernard Stiegler, par exemple. Bernard Stiegler, voilà, tout à fait. On est dans le pharmacone de Socrate. Et qu'est-ce qui fait qu'un outil, soit un poison ou un remède, nous conduise à un éparpillement complet dans le numérique? On se perd dans le tsunami du numérique, ou finalement dans une humanité qui se recrée. C'est pas l'outil qui va le faire, c'est ce qui nous reste à faire, et c'est comme ça qu'on doit profiter des espaces de liberté pour créer une nouvelle humanité. Enfin, nouvelle humanité, on s'entend, dans un continuum, c'est plutôt, mais parfois je crois, ça on vérifiera dans 100 ans ou 2 siècles, je ne sais pas, je crois que nous vivons une nouvelle renaissance. Oui. Tout à fait. Au sens de la Renaissance du XVe siècle. Ah oui, tout à fait. C'est au sens de la Renaissance du XVe siècle, c'est-à-dire où finalement on s'est passé des dieux comme élément de compréhension des bonheurs et des malheurs des humains, pour aller très vite, et on a dit non, c'est l'homme qui peut déterminer. Kepler a créé les lois de Kepler parce que c'est un homme de la Renaissance qui disait on n'a pas besoin des anges pour expliquer que les planètes se déplacent, l'homme peut comprendre. Et maintenant, je pense que nous en arrivons à encore un stade supérieur, c'est l'homme peut comprendre et il peut même maîtriser son destin, il peut même travailler dans une optique beaucoup plus démocratique, mais dans le sens fraternelle, une intelligence collective, faire des liens, être capable de relier des choses. Et je pense que trop de déterminisme, de vouloir tout catégoriser dans des boîtes étanches, etc., n'est pas nécessairement la bonne approche
pour essayer de dessiner les lignes de la future Renaissance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour ces questions et cette conversation. Ça vous a plu? Tout à fait.